Zemmour, Domenech, ça se dispute. Bonjour, voici le sommaire. Sans du terme occupation, je persiste et je signe. Mes propos ne constituent en aucune manière un dérapage, mais bien une analyse. On en parlait ici même, le vrai faux nouveau visage du Front National façon Marine Le Pen. Depuis, la fille de Jean-Marie a comparé les prières dans les rues de certains musulmans à une forme d'occupation sans blindé. Dérapage, tactique ou nature profonde, c'est le premier thème de Ça se dispute. L'honneur de la police exige un comportement exemplaire et je veux dire que sur ce sujet, le ministre de l'Intérieur, Brice Hortefeux, n'a jamais été complaisant. Un concert de sirènes de police devant le tribunal de Bobigny pour s'indigner de la condamnation de collègues policiers, un ministre de l'Intérieur qui juge la condamnation disproportionnée et un Premier ministre qui recadre. Question, les policiers se sentent-ils intouchables depuis que leur ministre est devenu président de la République ? C'est une victoire pour les laïcs, pour tous ceux qui se battent pour le vivre ensemble dans ce pays. La justice donne raison à une femme qui porte le niqab au volant, mais les prud'hommes donnent tort à l'assistante maternelle qui s'entête à porter le voile dans la crèche Babylou contre l'avis de sa directrice. Où est la cohérence ? On en dispute tout de suite. Et puis c'était l'exercice de contrition de la semaine, reconnaître un cafouillage sans dire que l'on avait commis une erreur. On évoque même l'idée d'une alerte neige sur le mode de l'alerte enlèvement. Y a-t-il une solution rationnelle et anticipable à tous les aléas de la vie ? Ce sera la question philosophico-politique de Ça se dispute. Bonjour messieurs, Domenech avait raison en fait la semaine dernière. Domenech a toujours raison, c'est un axiome qu'il ne faut jamais oublier. Ripollinage en ce qui concerne le Front National et le visage de Marine Le Pen. Mais derrière tout ça, est-ce qu'il n'y a pas cette phrase qui revient en permanence ? Le Front National pose de bonnes questions et y apporte de mauvaises réponses. Vieille phrase de Fabius. Écoutez, moi je voudrais pas répondre à votre question. Ah bah pourquoi ça Non mais parce que on va y aller, Nicolas. Non mais parce que je trouve qu'elle est inutile cette question. C'est-à-dire que c'est une question de journaliste. Je pense que c'est pas comme ça que les gens se posent la question. C'est ça que je veux dire. Donc posons la question. Ce que je veux dire, c'est qu'on pourrait épiloguer 300 ans sur les différences et les points communs entre Jean-Marie et Marine Le Pen. Je note que ceux qui veulent absolument les comparer oublient que là, en l'occurrence, pour la Seconde Guerre mondiale, d'abord, elle n'a pas fait référence ouvertement à la Seconde Guerre mondiale, et deuxièmement, d'habitude, Le Pen, il disait « Oh, c'était pas si terrible, les soldats allemands n'étaient pas si méchants, etc. » Tandis que là, c'est pas ce qu'elle dit du tout. Elle dit, elle prend le mot « occupation ». Ça, vous voyez, et elle parle d'occupation sans blindés ni soldats. Je sais que dans ce pays, on est obsédé par la Seconde Guerre mondiale. Il n'y a pas eu que l'occupation des Allemands pendant la guerre. Il y a eu aussi l'occupation des Russes en 1814. Et nous-mêmes, Français, nous avons occupé toute l'Europe au travers de notre histoire. Maintenant, sur le fond, moi, ce qui me sidère, c'est qu'on met 3 jours à parler du fond. C'est-à-dire que le fond, et Nicolas peut m'accorder ça, j'en avais parlé au moment de l'affaire du saucisson Pinard, là, vous vous souvenez. Il y a dans ce pays, je ne sais pas combien, mais en tout cas, moi je vois, parce que j'ai habité dans le 18e arrondissement, derrière la rue Mira, etc., des rues qui sont barrées toutes les semaines, avec des milliers de gens qui prient dans la rue. Excusez-moi, c'est une occupation illicite de la rue. Ça s'appelle comme ça en français. Si on n'est pas content, c'est pareil, il faut changer la langue française. C'est le mot. Et c'est illégal. Et en plus... on me dit, il n'y a pas assez... J'ai rien dit encore. Bon d'accord, voilà, là, je finis. J'attends que tu finis. Je finis. Je dis, il n'y a peut-être pas assez de mosquées. C'est possible, j'en sais rien. Moi, je pense qu'il y a aussi des mosquées vides, comme l'avait dit Boubacar à l'époque, qui les avait invités à la grande mosquée de Paris. Mais en tout cas, de toute façon, c'est pas parce qu'on n'a pas ce qu'on veut qu'on prend ce qui ne nous appartient pas. Donc la rue n'appartient à personne, c'est l'espace public.
Et deuxièmement, je trouve absolument scandaleux le comportement des pouvoirs publics, maires et préfectures de police réunies, quand je vois Daniel Vaillant, pour lequel j'ai le plus grand respect, mais dire c'est pas admissible cette occupation de la rue, mais je n'ai pas demandé au préfet de police d'intervenir par peur des échauffourées. Moi, excusez-moi, je trouve ça pas digne de la République, c'est tout. Alors, plusieurs points. Je bondissais intérieurement en écoutant Éric, d'abord parce que quand il commence à nous dire « je ne veux pas répondre à votre question » parce que les gens ne se posent pas la question quand il fait le ventriloque du peuple, ça me fait toujours sourire. Je dis, ça m'arrive aussi, donc je le dis avec distance, amusement, mais n'empêche que moi, je vais répondre comme je ressens les choses. Et comme je ressens les choses, c'est que quand quelqu'un se sert explicitement de la référence à l'occupation et compare des gens qui prient à des occupants tout en précisant qu'ils ne se sont pas accompagnés de tanks, etc., c'est une façon indigne de poser une question. Moi, j'ai réagi très violemment quand on comparait des ministres à des fascistes, des CRS à des SS, et Éric aussi. Et bizarrement, sur des trucs comme ça, qui sont aussi indignes, et bien Éric ne réagit pas. Ça, je ne comprends pas du tout. Alors ça, c'est le point, je pense, ensuite, secondement, que l'histoire de poser des bonnes questions, c'est de la foutaise. Elle pose des questions de manière tordue. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de réel problème. C'est là où sur certains points, je dis qu'il y a des problèmes, et je vais y venir. Mais quand on pose les questions avec de la haine, quand on pose des questions avec une xénophobie évidente, avec un anti-islamisme patent, on ne peut pas aborder des questions, on peut que les pourrir. On peut au fond, empêcher le traitement, et c'est là ce point où, malgré tout, je rejoins Éric, c'est un scandale absolu que les pouvoirs publics, que ce soit Daniel Vaillant, le maire du 18e ou les autres, n'aient pas pris ce problème à bras-le-corps, parce que, évidemment, qu'il faut que l'espace public revienne au public. Mais jamais je n'emploierai explicitement la comparaison avec l'occupation. Je la trouve indigne, totalement. Je trouve qu'elle empêche la résolution du problème, c'est clair, à mon sens. Les pouvoirs publics et les représentants des pouvoirs publics, on les a vus notamment devant le tribunal de Bobigny, toutes sirènes allumées et hurlantes, pour contester une décision de justice qui concernait justement et qui condamnait des collègues policiers. Est-ce que ces policiers ont un sentiment d'impunité qui fait qu'ils se permettent des choses que leur uniforme devrait normalement peu les empêcher? Non, mais attendez, ce qu'il faut dire d'abord, là, c'est que la façon qu'ils ont d'exercer leur métier est terrible pour l'instant. Je veux dire, ils sont confrontés, ils sont en première ligne d'une lutte dans laquelle ils risquent leur vie, dans laquelle... Non, mais là, en l'occurrence, c'est pas le sujet. Là, non, mais j'y viens. Mais c'est l'arrière-plan du sujet. Bah oui. C'est l'arrière-plan, c'est bien évident. Sujet. Ce qui veut dire que, a fortiori, ils doivent être exemplaires, à mon sens, parce qu'ils sont les plus exposés, ils sont ceux qu'on regarde. Et je vous rappellerai cette phrase extraordinaire quand même du préfet Grimaud, que Éric connaît très bien, et que, comme par coïncidence, le préfet de Paris vient de reproduire à destination de toutes les forces de l'ordre de Paris, qui était « on ne frappe pas un homme à terre, au fond, parce que c'est se frapper soi-même ». Autrement dit, se mal conduire, je veux dire fabriquer des faux, tabasser un type pour le faire avouer un crime qu'il n'a pas commis, il risquait la perpétuité quand même, pour menace sur la vie d'un fonctionnaire de police. C'est ce qu'il y a de pire, donc c'est injustifiable. Et là-dessus, le Premier ministre avait absolument raison, et le ministre de l'Intérieur totalement tort. Un ministre de l'Intérieur, c'est pas un syndicaliste, c'est pas le porte-parole, de même que le ministre de l'Agriculture n'est pas le syndicaliste, etc. Luc Châtel, j'ai jamais vu qu'il fût le ministre syndicaliste des enseignants. Donc c'est une conception, je termine là, du service public qui me révolte. Alors, on va essayer de serrer les problèmes, parce que je pense que non seulement il ne se croit pas tout permis, mais moi je pense qu'en Seine-Saint-Denis et ailleurs, la police est devenue la force de désordre, puisque l'ordre qui règne est celui des bandes de trafiquants. Quand vous voyez ce que a récemment révélé le Parisien, qu'il y avait dans un quartier, pour entrer dans les immeubles, des bandes de voyous qui sélectionnaient ceux qui pouvaient rentrer et qui les testaient avec un appareil comme dans les aéroports pour voir s'ils avaient des armes, un appareil contre les métaux. On voit là où est l'ordre. L'ordre, c'est pas la police. L'ordre est absolument imposé par ces bandes-là.
C'est ça aujourd'hui dans des centaines de quartiers de France. Donc c'est ça le contexte. Et là, Nicolas a bien raison et de vous dire que c'est ça l'arrière-plan. Aujourd'hui, la police, non seulement elle ne se sent pas en toute impunité, mais au contraire, elle est victime de la guerre, d'une guérilla, quand vous voyez qu'ils attaquent avec la Kalachnikov, qui leur tire dessus et qui sont des cibles. Et c'est ça aujourd'hui la vérité de tous ces quartiers. Donc, je dis pas ça. Et donc ils attendent le soutien de leur ministre. Non, mais ça c'est la moindre des choses. Attends, c'est pas le problème. C'est pas le problème, le soutien de leur ministre. Ils s'en foutent du soutien de leur ministre. Le problème, c'est qu'au contraire, le ministre leur dit « N'y allez pas trop fort, je veux pas de mort, je veux pas de Malik Oussekine ». Donc ils ont une main dans le dos. Donc évidemment, ils sont fous de rage, ils sont en plein désarroi. Le résultat, c'est qu'ils font des bêtises. Ça, c'est stupide, je suis d'accord avec Nicolas. Évidemment, on ne crée pas un faux témoignage, on ne dit pas qu'il a renversé, même si c'était un trafiquant de drogue connu, on est bien d'accord. Bon, mais maintenant, même pour Hortefeux, je ne serais pas si sévère que Nicolas, parce que qu'est-ce qu'il dit ? Il dit c'est disproportionné. C'est disproportionné. Il dit pas il ne doivent pas être punis. Il dit de la peine de prison ferme, c'est disproportionné. Encore une fois, il faut voir par rapport au contexte, parce que depuis des semaines, il y a eu un type à la Kalachnikov qui s'est été libéré alors on l'avait trouvé des je sais pas combien de kilos d'héroïne chez lui. Pareil j'ai lu qu'on a libéré, on a interdit à des flics de perquisitionner dans un hall d'immeuble. Enfin, vous voyez, je veux dire, là, le deux poids deux mesures est terrible. Dans cette situation, et ça pousse à du n'importe quoi. Deux décisions de justice cette semaine ont été rendues. Tribunal de police qui, dans un premier temps, explique que l'on peut conduire avec un niqab, et le même jour, les prud'hommes qui condamnent cette assistante maternelle qui portait un voile dans la crèche Babilou. Où est la cohérence, messieurs ? Mais il n'y en a pas. Non, là, pour mais il n'y a pas de cohérence. De toute façon, il n'y a pas à avoir de cohérence. Il n'y a pas à en avoir. L'un, c'est un tribunal des prud'hommes qui juge une affaire entre un salarié et un patron. L'autre, c'est un tribunal correctionnel qui juge une contravention de police. Il n'y a pas à avoir de cohérence. Mais ce qui est vrai, c'est que, moi, en tout cas, c'est mon analyse, je pense que la société française hésite, parce que Nicolas le veuille ou pas, je me réfère à ce qu'il a dit au début, l'islam va devenir, et est déjà devenu, une question existentielle pour la société française, non pas par islamophobie, comme on dit aujourd'hui. Je rappelle à Nicolas que ce mot a été inventé par les Iraniens pour interdire toute critique de la révolution islamique, parenthèse fermée, mais tout simplement parce que l'islam n'est pas seulement une des grandes spiritualités de l'humanité, mais c'est aussi un droit qui interdit, qui autorise, qui englobe tous les éléments de la vie et de la vie en société, qui ne connaît pas la séparation entre le privé et le public, qui ne connaît pas la séparation entre l'Église et l'État, et qui en plus n'a pas de pape pour dire de façon hiérarchique ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas, donc ce qui pousse à une surenchère pour être le plus saint possible, au plus près de Dieu. Donc il y a un problème majeur aujourd'hui qui se pose, qui est l'islam. Quel est cet islam ? Est-ce qu'on peut franciser l'islam, ou est-ce que, comme certains le désirent, on va islamiser la France ? C'est ça la vraie question. Il faudrait être niais pour nier qu'il y a un problème d'intégration de l'islam. Pour nier, c'est pas mal. Voilà. C'est le nier. Il y avait le nier, il y a le nier. La question de l'intégration, mais la poser encore une fois comme soit islamisation de la France, soit assimilation totale, me semble pas la bonne formule. Forcément, je pense que la poser en termes de stigmatisation, d'exclusion, etc. Il faut savoir qu'est-ce qui est compatible ou pas. Mais si on ne peut plus poser de questions, et si on ne peut plus discuter rationnellement. Si on discute et que ça, au bout de 30 secondes, c'est stigmatisation, je stigmatise personne. On peut discuter des termes du questionnement, dire de comment on pose les termes. Mais alors ne dis pas que je stigmatise personne. Je pense qu'il faut voir l'intégration pas autrement que ça. Il faut voir l'intégration en termes de position de force, parce qu'on est quand même la France chrétienne de tradition, qui est assez fière d'elle-même et assez robuste pour ouvrir les bras. Et pas penser qu'il y a quelques comportements ultra minoritaires, parce que là aussi, il y a des sociologues qui sont en désaccord radical avec toi, Eric, qui disent que la pratique de l'islam ne cesse de baisser comme la pratique du catholicisme. J'ai encore entendu l'autre soir Olivier Todd là-dessus. Alors, Emmanuel Todd, pardon, là-dessus. Alors, dis-moi qui dit n'importe quoi. Non. Mais en tout cas, il y a des sociologues qui sont en désaccord avec toi. Attends, je termine juste. L'autre problème de cohérence. Alors, pardon, quand même. Ça, on n'est pas dans la religion et le problème de fond qui nous oppose. Mais quand même, penser qu'on peut conduire avec un
un niqab et sanctionner les gens qui mettent pas la ceinture, sanctionner les gens qui téléphonent au volant, etc., il y a une cohérence totale. Et puis alors, le niqab est interdit sur la voie publique, mais permis dans l'automobile. Alors quand on sort de l'automobile, on est permis ou on est interdit? C'est pour ça que je te dis, la société française hésite. La société française hésite entre sa vieille tradition d'assimilation que moi je défends et qu'on a abandonné depuis 30 ans, et une espèce de multiculturalisme qui nous mène à des affrontements. Je te le répète. L'assimilation, ça veut... Nicolas, l'assimilation, c'est simple, ça existe depuis 2 siècles dans ce pays et même avant. Ça veut dire qu'on abandonne dans sa tradition d'origine ce qui choque la société d'accueil. C'est la société d'accueil qui a le dessus et qui a le surplomb par rapport aux cultures. Et quand Todd dit, je connais par cœur les thèses de Todd, que j'admire par ailleurs, mais quand Todd et les autres sociologues, qui sont beaucoup moins brillants que lui et beaucoup plus partiaux que lui, disent que la pratique religieuse décroît, d'abord, c'est faux chez les jeunes, tous les chiffres le prouvent, et deuxièmement, surtout, ce qu'ils oublient, ces messieurs, dames, c'est que l'islam, je le répète, n'est pas seulement une religion. L'islam est une culture, l'islam est une conception de la société, et c'est bien au-delà de la pratique religieuse. C'est une philosophie de l'existence, et surtout, c'est un droit, je le répète, qui englobe tous les éléments de la société. Mais on termine suffisamment fort pour dire non, tout est... Non, on n'est pas fort du tout, au contraire. On s'est renié depuis 30 ans, on renonce à tout, on est très faible, justement. Je ne pense pas qu'on soit renié, enfin bon, confronté à l'étranger, entre guillemets, je pense que la France est suffisamment forte pour l'intégrer. C'est une vieille opposition entre une partie de la France que tu représentes et une autre partie de la France que je représente. Je pense qu'il y a dans nos valeurs fondatrices, il y a cette puissance, cette idée de la puissance qui est défendue, ou toi tu défends une idée de la France au fond assise sur son passé, mais qui ne serait pas capable d'intégrer. Je suis d'accord moi avec Todd qui dit que dans 20-30 ans on rira de nos restrictions, de nos frilosités, de notre rabougrissement intellectuel, moi, spirituel, physique. Je pense qu'on rira, mais pour se dire, mais ils ont été vraiment pires que les pacifistes dans les années 30. On termine avec la neige. On termine avec la neige qui ne sème pas la pagaille, on le sait tous. On va faire très vite. J'ai entendu cette semaine 40 alertes orange par an sur les intempéries. Ça fait une tous les 9 jours. C'est quand même beaucoup. Est-ce qu'on peut, à tous les coups, attendre des pouvoirs publics qu'ils règlent absolument tous nos problèmes? Est-ce qu'il n'y a pas, face à tout ça aussi, une immaturité? On peut attendre d'abord à ce qu'ils nous de la disent population. Pas, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, quand il y a des problèmes et quand les moyens d'information, parce que là c'est le premier dysfonctionnement, vont plus vite que leur source d'information qui leur apporte les informations. C'est-à-dire qu'au moment où le ministre de l'Intérieur dit il n'y a pas de pagaille, on voit depuis des heures sur iTélé, sur d'autres chaînes, mais d'abord iTélé évidemment, on voit qu'il y a une pagaille monstre. Donc là, il y a un premier dysfonctionnement. Le second, c'est le dysfonctionnement des gens d'en bas et des gens d'en haut. Brice Hortefeux qui dit le préfet est venu en 30 secondes, évidemment, avec les pimpons, l'armée, tout ça, le préfet il vient en 30 secondes. Et ça, c'est insupportable. Ça, c'est tragique, et le dernier dysfonctionnement, et là c'est très très intéressant, et c'est un de nos vieux sujets de discussion, pas forcément d'affrontement, mais ça dépend des moments. C'est le dysfonctionnement de la Ve République qui a été accru par Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire le rôle du Premier ministre, quel est-il quand il n'est plus Premier ministre? Et là, justement, il le redevient, voilà, mais il ne sait plus faire. Il est toujours en retard. Il est à côté. On va terminer avec Eric là-dessus. Fillon est Premier ministre. C'est une bonne nouvelle. Oui, Fillon est Premier ministre, c'est une nouvelle, exactement. Depuis 3 ans. Mais alors, je veux dire un autre éclairage. Je pense que cette pagaille, c'est le reflet également de l'évolution urbanistique de ces pays, de notre pays depuis 20-30 ans. C'est-à-dire, et d'ailleurs c'est le produit de la mondialisation, c'est-à-dire que nous avons un étalement de plus en plus fou urbain. Pourquoi? Parce que le peuple, les ouvriers, les employés n'ont plus les moyens de vivre en centre-ville à cause de la spéculation immobilière. Ils ne veulent pas vivre en banlieue proche, là où il y a les métros et tout ça, à cause de la délinquance. On en revient à notre discussion de tout à l'heure. Et donc, ils s'éloignent de plus en plus. Et le résultat, c'est ça. Très bien. Eh bien, écoutez, merci pour Ça se dispute et restez sur iTélé. Merci.